Donc, on va démarrer ce webinaire organisé par l'Actia et par le réseau Performance Industrielle Actia. Je vais vous présenter ce que c'est. Le webinaire, c'est les entreprises agroalimentaires, comment améliorer votre performance industrielle grâce au numérique. Alors, premièrement, je vais vous présenter un petit peu le sommaire, donc un sommaire assez rapide. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 1 heure, on va parler de... attendez 2 secondes, je suis un peu embêté avec mon truc. Voilà. Je vais vous présenter rapidement l'Actia et puis après, on va avoir 3 intervenants qui vont parler de différents sujets sur la partie numérique, donc qui parleront du contexte et des enjeux des entreprises agroalimentaires, comment mener une démarche de transformation numérique, c'est essentiellement le sujet du jour, et quelles sont les étapes clés. Après, on aura un sujet sur la partie GMAO, un exemple de déploiement d'un outil de GMAO, un exemple de déploiement d'un MES, et surtout de la méthode de déploiement de la mise en place d'un MES dans une entreprise. Et enfin, on se prendra une petite demi-heure entre midi et 12h30 pour répondre à vos questions. Sur la partie Actia, alors, je sais pas, voilà. Les objectifs d'abord du webinaire, donc effectivement, identifier les leviers de performance industrielle en exploitant les possibilités du numérique. C'est des sujets qui sont vraiment d'actualité, donc on va essayer de tirer un peu les ficelles, donc de comprendre le rôle du numérique dans la performance industrielle, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'intègre, quels sont les outils, comment les mettre en place. Et puis, bien sûr, découvrir des exemples de déploiement de solutions numériques. Donc ça, c'est un peu avec en s'appuyant sur l'expérience de tous les conseillers technologiques Actia des différents centres techniques de France. Donc l'Actia, c'est une fédération qui regroupe les centres techniques agroalimentaires français. De France et d'outre-mer. Hein. Donc là, vous avez les 30 centres techniques agroalimentaires qui sont répartis dans toutes les régions. L'objectif de l'Actia, effectivement, c'est de fédérer ces différents centres techniques, de faire en sorte qu'il y ait une émulation, qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait de la discussion. Donc il y a différents services. La plupart des services sont différents dans les différents centres techniques, mais en gros, ils sont regroupés sous des grandes bannières. Donc, les projets R&D, développement de produits, fabrication de pré-séries industrielles, beaucoup de conseils et diagnostics en entreprise, des prestations analytiques et aussi beaucoup de formation inter-entreprise, formation intra-entreprise. Tous les secteurs sont concernés, de l'agroalimentaire, hein, depuis les produits de la pêche, produits carnés, transformation fruits, laitiers, etc. Donc là, tous les domaines de l'agroalimentaire sont concernés, tous les secteurs, pardon. Et les domaines, eh bien, c'est les domaines qui concernent l'ensemble des entreprises agroalimentaires, donc depuis la sécurité alimentaire, qualité des produits, toute la partie process, procédés, développement durable, performance industrielle, R&D, nutrition, bio, étiquetage, voilà, et énergie aussi. Alors, il n'est pas cité là, mais tout ce qui est énergie, eau, environnement, sont des sujets aussi sur lesquels travaille l'Actia. Donc l'Actia, c'est 1200 collaborateurs en tout dans les différents centres, 500 ingénieurs et chercheurs, 80 implantations réparties en France. Donc là, vous avez un petit peu la carte de France et en gros 8000 entreprises clientes et adhérentes aussi des centres Actia. Juste pour nous présenter, donc l'objectif de l'Actia, je vous le disais, c'est quand même de mettre en relation les différents centres techniques pour faire avancer un petit peu les connaissances et partager les connaissances. Et dans ce cadre-là, il existe un réseau qui s'appelle le réseau Performance Industrielle, qui regroupe différents centres techniques. Alors le réseau Performance Industrielle, c'est en gros les gens qui vont intervenir aujourd'hui, qui sont de différents centres en France. On essaie de rester en contact assez régulièrement, de faire des petits événements comme celui d'aujourd'hui où on s'est dit qu'effectivement en discutant entre nous que la plupart des entreprises nous posent pas mal de questions sur le sujet du numérique, comment j'y vais, quels sont les moyens, comment est-ce que je peux me faire accompagner, quel est le rôle des centres Actia dans ce domaine-là. Donc on s'est dit qu'un petit webinaire là-dessus pourrait être intéressant. Donc voilà, donc ce webinaire sera porté par le réseau Performance Industrielle. Un dernier point sur la partie Actia, un des objectifs aussi de l'Actia, c'est de développer les connaissances
performance et de donner des outils aussi aux entreprises et aux intervenants dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc là, par exemple, sur la droite, vous avez le petit guide sur la performance industrielle qui a été revu en 2023. Donc le temps passe vite, mais qui a été revu. Et ça a été un des travaux du réseau performance industrielle. Donc voilà, en gros, je vais passer la main donc à Jean-Michel Leboissetier, qui est conseiller technologique au CRIT IA de La Rochelle et qui va vous présenter sa partie. Donc Jean-Michel, je te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je m'appelle Jean-Michel Le Poissetier. Je fais partie du CRIT agroalimentaire de La Rochelle et donc j'ai un poste de conseiller technologique en organisation en performance industrielle. Et donc j'accompagne les entreprises sur toute la Nouvelle-Aquitaine et on va dire le sud des Pays de Loire sur leurs problématiques d'organisation ou de performance industrielle ou de transformation numérique. Avant de vous présenter comment conduire une démarche de transformation numérique, je vais vous présenter quelques éléments de contexte des entreprises agroalimentaires, quelques notions de performance industrielle et un peu de définition autour de la transformation numérique. Et après, j'attaquerai à proprement parler le sujet de ce webinaire sur vraiment la démarche de transformation numérique. Donc, les enjeux de l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, on sait que les entreprises font face à des grands défis et doivent sans cesse trouver des leviers pour améliorer leurs performances. Et elles sont soumises à des exigences de plus en plus strictes et contraignantes. Donc ça, c'est pas une surprise. Qui l'est un peu plus, c'est vraiment la variabilité de la demande de clients qui évolue. Aujourd'hui, on constate à travers nos déplacements d'entreprise que la demande des clients n'est plus la même qu'en période Covid. Elle-même n'était pas la même qu'en période pré-Covid. Les marchés évoluent vite. On voit bien sur les marchés du bio, par exemple, que ça évolue énormément. Et donc, les entreprises ont besoin de s'adapter et d'être de plus en plus agiles pour répondre aux variabilités du marché. Petit rappel sur la performance industrielle qui repose quand même sur plusieurs piliers, la productivité, la chasse au gaspillage, des aspects de qualité des produits, de traçabilité. Aujourd'hui, le secteur fait face aussi à des enjeux d'attractivité des métiers avec des montées en compétences des équipes. Elle a besoin d'être de plus en plus travaillée autour de sa flexibilité et également on a un côté un peu plus prégnant d'une production dans un esprit plus durable avec une réduction des coûts d'énergie, une réduction des déchets. Et ce qu'on peut dire, en fait, c'est que chacun de ces piliers de la performance industrielle peuvent être boostés par les outils numériques qui sont aujourd'hui à notre disposition. Alors, un petit peu de définition, qu'est-ce que c'est que la transformation numérique dans le secteur agroalimentaire? Eh bien, elle désigne l'intégration de technologies digitales dans les activités de transformation, de conditionnement, de logistique et de la distribution des produits alimentaires. Et donc, elle vise comme je le disais tout à l'heure, à optimiser les processus industriels, à améliorer la qualité, la traçabilité des produits et à renforcer l'efficacité opérationnelle pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Donc, elle permet aujourd'hui aux entreprises agroalimentaires d'être plus agiles, plus transparentes et plus compétitives. Mais elle ne se limite pas forcément à l'adoption de nouvelles technologies. L'adoption de nouvelles technologies implique un changement culturel, organisationnel. Et donc, elle nécessite un accompagnement à la conduite du changement. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un élément prépondérant d'une démarche de transformation numérique. Une petite cartographie des outils numériques à disposition aujourd'hui des industries agroalimentaires. Donc elles sont appelées communément des briques technologiques de l'usine 4.0.
Donc là, on va retrouver des acronymes ERP, GPAO, MES. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque outil va pouvoir répondre à un besoin et elle va pouvoir être utilisée indépendamment ou en association en fonction du besoin de l'entreprise. Donc c'est vraiment, faut vraiment le considérer comme ça, comme des briques technologiques à utiliser en fonction des besoins. Donc j'en arrive du coup vraiment au sujet du webinaire, hein, sur comment conduire une démarche de transformation numérique, quelles sont les étapes clés de cette démarche. Euh, pour débuter, en fait, à notre niveau, nous on considère que en fait, c'est très important de poser un diagnostic préalable, de venir faire un audit numérique en entreprise en inventoriant les pistes de transformation numérique, hein. Donc là, les conseillers technologiques du réseau Actia peuvent vous accompagner sur cette étape de diagnostic préalable. L'objectif étant pour l'entreprise en fait d'avoir une vision globale en fait des pistes de transformation numérique et de pouvoir établir ensuite une feuille de route pour prioriser les projets. Une fois que ces projets sont priorisés et que l'entreprise a ciblé ses projets principaux, c'est important de passer par une étape de rédaction de cahier des charges, hein, de bien recueillir le besoin, de formaliser les attendus avant de consulter les prestataires qui vont vous proposer du coup des solutions. Ensuite, bien entendu, vous allez choisir votre prestataire partenaire. J'insiste sur le terme partenaire, j'y reviendrai tout à l'heure. Et vous allez pouvoir engager ensuite un déploiement progressif de la solution proposée. Ce qui s'accompagnera forcément d'un accompagnement des équipes au changement. Donc l'idée n'étant pas de mettre à disposition une solution sans accompagner les équipes, il y a vraiment une dominante d'accompagnement au changement qui est très importante et une dominante de formation aussi à l'utilisation de ce nouvel outil. Et enfin, à l'issue de la mise en place, vous allez en fait suivre vos indicateurs après la mise en place du projet, faire vos ajustements. Et donc, c'est important qu'il y ait une phase de suivi après mise en place de la solution. Donc, je vous parlais de l'importance de poser un diagnostic. Je voudrais, à travers ces quelques slides, vous présenter un peu des exemples de cas concrets qu'on a pu observer en entreprise agroalimentaire sur lesquels il y a des sujets à travailler, hein. Donc là, vous avez des photos qui sont assez parlantes avec une gestion des dossiers de production ou des dossiers de l'eau qui sont complètement papier. On voit que rapidement, ça fait une masse de papier très importante à classer et à traiter. Donc on peut aussi se poser la question de comment on va en fait retrouver nos dossiers de production lors d'audits ou de besoins de vérification. Et là, vous avez aussi les fameux cahiers de suivi de la traçabilité des productions, où là également, tout est suivi papier. Donc là, forcément, le besoin, ce serait de pouvoir en fait intégrer ces éléments-là de manière informatisée dans un système centralisé qui permette de retrouver les éléments et les rendre disponibles pour tout le monde. Un autre cas exemple, donc là vous avez le cas d'enregistrement papier d'autocontrôle qualité, de non-conformité, qui sont également toutes classées, enregistrées sous format papier, et donc ils sont un peu décorrélés en fait des différentes fabrications qui ont pu être réalisées. Un autre exemple qui est plutôt un exemple d'affichage de visuels qui sont liés au management de la performance des lignes, donc qui sont là réalisés sur une base d'indicateurs papier, plus ou moins mis à jour, plus ou moins actualisés rapidement. Et donc aujourd'hui, il existe des systèmes en fait de suivi d'indicateurs en temps réel. On peut très bien imaginer demain un suivi dynamique en fait des indicateurs de production sur des écrans ou des affichages
qui permettent en fait une mise à jour instantanée des indicateurs. Là, vous avez un autre exemple de cas observé avec une gestion de stock et d'entrepôt qui n'est pas informatisée, où on voit sur chaque palette des papiers, on voit que sur les racks de stockage, il y a également des papiers. Donc ça impliquait quoi chez l'industriel? C'est que tout simplement les stocks n'étaient jamais à jour et ça entraîne des ruptures clients. Donc quand même un sujet relativement problématique lorsqu'on veut répondre rapidement à notre client et qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus assez de stock. Et à droite, vous avez un exemple de poste de préparation de commande où en fait tous les ordres de préparation de commande sont affichés sous format papier et donc forcément les opérateurs de prépa de commande se basent uniquement sur du papier. Autre cas qu'on a pu observer, donc là c'était le cas d'un laboratoire sur lequel on a pu réaliser un diagramme spaghetti où on faisait une analyse croisée entre flux physique et flux informatique. Et donc là, on a détecté une incohérence entre les postes de travail et les postes de saisie, avec vraiment une dissociation entre le poste de travail proprement dit et le poste de saisie qui était à plusieurs dizaines de mètres du poste de travail. Donc avec un problème donc à la fois de distance entre les postes et à la fois d'ergonomie. Donc là, c'était vraiment l'interface utilisateur qui posait problème lors de la saisie des données informatiques. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les conseillers Actia se déplacent en entreprise et sont à même de vous aider à poser des diagnostics concrets sur des pistes d'amélioration, d'optimisation en termes de transformation numérique. Donc ça peut en fait être retraduit par un tableau. Donc là, je vous ai mis un tableau tout simple, mais libre à vous de pouvoir l'enrichir suivant une grille d'évaluation que vous pouvez, dans lequel vous pouvez adopter des notations et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir élaborer une feuille de route et de prioriser les projets principaux pour l'entreprise. Donc là, je ne vais pas forcément vous lister toutes les pistes, mais je vous laisse les parcourir et vous aurez à disposition le support après le webinaire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lister toutes les pistes d'optimisation et de les prioriser et de les noter par ordre d'importance. Donc, à l'issue de ce diagnostic, voilà, on va établir notre feuille de route. Donc, en prenant bien soin, lorsqu'on va établir la feuille de route, de bien définir les objectifs de transformation, hein, la transformation numérique doit soutenir les objectifs de l'entreprise en termes de croissance, d'efficacité, d'innovation. Et donc, il va falloir aussi, au préalable, définir les indicateurs de performance qui vont vous permettre de mesurer l'impact de cette transformation numérique. Elle peut passer, donc cette élaboration de feuille de route, par une cartographie des processus pour identifier ceux qui peuvent être digitalisés ou automatisés. Et surtout, elle va aussi vous permettre de recueillir les attentes de toutes les parties prenantes sur chaque sujet pour en fait commencer à être dans une phase de recueil du besoin et de bien formaliser les attendus par rapport à ce que vous souhaitez lors du déploiement de cette solution numérique. Et donc, à l'issue de ces étapes d'élaboration de la feuille de route, donc vous avez votre feuille de route avec les projets priorisés selon leur impact et leur faisabilité. L'étape d'après, qui n'est certainement pas à négliger, ce sera, lorsque vous aurez choisi votre sujet, d'élaborer un cahier des charges pour consulter des prestataires qui vont pouvoir vous programmer, vous paramétrer la solution suivant votre besoin. Et donc, il faut, dans ce cahier des charges, prendre le soin de recueillir les besoins de toutes les parties prenantes, bien décrire les processus et tous les cas de gestion, formaliser les attendus, je le disais tout à l'heure, avant de consulter un prestataire. Ne consultez surtout pas un prestataire avant d'avoir
rédiger, élaborer votre cahier des charges. Et à l'issue de la consultation, donc il vous faudra évaluer les prestataires par rapport à votre besoin. Et donc, en amont, c'est important de préparer une grille d'évaluation afin de choisir votre prestataire partenaire. Donc, j'insiste un peu sur le terme choix d'un prestataire partenaire. Parce que même si l'entreprise s'engage financièrement sur un projet de transformation numérique, le prestataire ne peut répondre judicieusement que si et seulement s'il a bien compris votre besoin. Et donc, à mon sens, un projet de transformation numérique doit déboucher sur un véritable partenariat entre l'entreprise et le prestataire qui a été retenu pour ce projet-là. Ensuite, vous allez donc, une fois que vous avez choisi votre prestataire, vous allez rentrer dans une phase de déploiement de la solution. Et donc, c'est important d'impliquer, de mobiliser les équipes sur la conception et la mise en place du nouvel outil, d'adapter peut-être les organisations le temps du déploiement, hein, les utilisateurs de demain sont bien vos référents métiers et ne sont pas, donc ce qui veut bien dire que il faut mieux les mobiliser sur la conception et la mise en place du nouvel outil plutôt que de les mobiliser sur des sujets peu importants du quotidien. Et donc, ce qui est important aussi à cette étape de déploiement, c'est qu'il y ait une implication de la direction dans toutes les décisions d'arbitrage. Parce que chaque décision, vous allez peut-être avoir des décisions qui seront soumises à arbitrage. Et donc, dans ce cas-là, il faut une décision rapide, une implication de la direction dans le projet. Et surtout, j'en parlais en préambule, accompagner le changement. Donc, ne négligez pas en fait les équipes, l'ergonomie des postes de saisie sur le terrain, la rapidité d'exécution des tâches. Un projet de transformation numérique nécessite d'adapter les postes, d'adapter les charges de travail. Et donc, c'est important aussi de donner du sens à vos équipes par rapport à ce projet de transformation numérique pour vraiment avoir l'adhésion des équipes et les aider, les accompagner dans le changement. Et donc, cet accompagnement comporte forcément un volet de formation. Et donc, former les utilisateurs et valider leurs acquis à l'issue de la formation. Lorsque vous aurez enfin déployé votre solution, le projet ne s'arrête pas là et il vous faudra évaluer l'avancement, l'efficacité des actions, peut-être adapter les organisations à la mise en place de ce nouvel outil. Et donc, c'est important en fait de toujours avoir un suivi après mise en place pour assurer un feedback continu et pouvoir adapter en fait ensuite soit les organisations, soit effectivement la feuille de route selon les retours et les évolutions des marchés. Quels sont les freins à la transformation numérique? Donc, dans les principaux freins aujourd'hui qu'on peut nous observer en entreprise, c'est d'abord l'investissement de départ, hein, l'investissement tant humain, matériel que vraiment sur l'investissement sur le coût de la solution. Parfois, la crainte de coûts cachés, de coûts de maintenance, de coûts de développement spécifiques qui ne seraient pas forcément annoncés au départ et qu'on découvrirait par la suite. La mauvaise expérience passée sur des mises en place qui ne se sont pas bien passées en entreprise les années précédentes. Et donc, ça rend un peu plus frileux sur les projets suivants. Des compétences internes parfois limitées en termes comment on va dire, de ressources humaines à mettre au service du déploiement de ce projet. La peur du numérique par les équipes et ça c'est un petit peu plus classique, mais une forme de résistance au changement. Pourquoi je ferais différemment alors que j'ai toujours fait comme ça? Enfin voilà, ce sont des formes de résistance au changement qu'on peut observer à peu près sur tous les sujets, mais qui peuvent être aussi un peu amplifiés sur des sujets de transformation numérique.
Les conseils des experts Actia, donc sept grandes erreurs observées à ne pas à éviter en tout cas. Se lancer dans un projet avant d'avoir vraiment posé un diagnostic numérique global. Par exemple, j'ai pu observer des entreprises qui ont choisi un sujet de transformation numérique, mais qui n'était pas forcément finalement le plus intéressant en termes de retour sur investissement. Et donc, à notre sens, c'est important de poser un diagnostic global avant de se lancer sur un projet. Deuxième erreur à éviter, choisir un prestataire avant même d'avoir élaboré un cahier des charges et formalisé un besoin. Forcément, c'est pas forcément le prestataire dans ce cas-là le plus à même de répondre à votre besoin puisque vous n'avez pas pris le temps puisque l'entreprise n'avait pas pris le temps d'élaborer de cahier des charges. Donc c'est difficile ensuite d'avancer dans le projet avec des solutions pertinentes. Ne pas rédiger de cahier des charges, ça tombe sous le sens, mais c'est des erreurs qu'on voit parfois. Confier le projet uniquement à des stagiaires ou des apprentis, ce que je disais, le quotidien de demain importe plus que le quotidien d'aujourd'hui. Et parfois, les erreurs que les entreprises font, c'est de confier des projets de transformation numérique uniquement à des personnes qui n'ont pas la connaissance métier de l'entreprise. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas confier le projet à un stagiaire ou un apprenti, mais il faut qu'il soit accompagné par des référents métiers qui connaissent tous les processus de l'entreprise. Ça, c'est important. Ne pas négliger l'expérience utilisateur, l'ergonomie des postes, les temps de saisie, la rapidité d'exécution. Parfois, la solution répond aux besoins, mais l'interface utilisateur est tellement mauvaise en termes d'ergonomie qu'en fait, l'adhésion des équipes ne se fait pas parce que l'ergonomie du poste n'a pas été travaillée, pas pensée. Ne pas accompagner le changement. Et enfin, croire que le projet est terminé dès la mise en place. Donc voilà, ce sont vraiment, à notre sens, les 7 erreurs à éviter, les 7 erreurs principales à éviter dans un projet de transformation numérique. Je terminerai pour ma part par des exemples de projets qu'on a pu accompagner au niveau du CRIT La Rochelle. Je vous laisse voilà, les découvrir. Donc la plupart du temps, on est sur des étapes de diagnostic et d'accompagnement à la rédaction de cahiers des charges, voire d'aide à la consultation de prestataires. Mais vous avez une illustration un petit peu des sujets qui ont pu être portés par le CRIT. Voilà pour ma part, j'en ai fini avec ma partie. Je vais passer la main à Franck Stéphan de la DIV qui va lui vous présenter un projet de déploiement d'un outil de GMAO. Merci Jean-Michel. Hop. Et allez, du coup, je me présente rapidement. Donc, Franck Stéphan, je suis responsable du pôle mécatronique et ingénierie à la DIV à Clermont-Ferrand. Donc, la DIV, ça veut dire Association pour le développement de l'Institut de la viande. Et nous, notre métier, pour faire simple, il commence à l'abattoir et il finit dans l'assiette des consommateurs. Donc, on intervient voilà, dans l'équipe sur notamment des audits de maintenance industrielle auprès de certains de nos clients, donc des abattoirs, des ateliers de découpe de viande par exemple, et on va les accompagner pour mettre en place un plan de maintenance préventive et utiliser les outils numériques de type GMAO. Donc avant de se pencher sur un cas concret d'utilisation, il faut déjà savoir un petit peu ce que c'est que la maintenance industrielle. Donc, elle est régie par la norme NFEN 13306 et elle est définie de la manière suivante. La maintenance industrielle, c'est un ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destiné à le maintenir, à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Donc ça, c'est des grandes phrases pour dire qu'en fait, il faut mettre en œuvre un dispositif
pour pérenniser l'activité de l'entreprise. Tout à l'heure, voilà, Jean-Michel parlait aussi de notion de coût. Là, c'est pareil, en fait, un équipement qui tombe en panne de manière régulière, ça va rapidement poser des problèmes voilà, de productivité et à terme de coût et de mécontentement de la part des clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On va mettre en place un plan de maintenance préventive. Si on fait le parallèle avec, par exemple, les systèmes management qualité qui peuvent exister dans les entreprises, notre plan de maintenance préventive, en fait, ça va être l'équivalent du manuel de management de la qualité. Et on va retrouver, en fait, dans ce plan de maintenance différents éléments où, en fait, on va planifier les actions qui vont permettre d'anticiper et réduire les défaillances des équipements, dépannage, remplacement, révision. C'est une démarche proactive qui permet de détecter en fait en amont les signes des pannes à venir et de réduire les interventions de maintenance corrective. Et enfin, pour pouvoir élaborer ce plan de maintenance, il est nécessaire d'étudier en amont les dispositifs réglementaires des machines qui sont sur site, les périodicités de contrôle d'entretien, un petit peu comme les contrôles techniques sur les automobiles. Les préconisations constructeurs, en général, on n'a pas plusieurs machines du même fabricant, mais on a plusieurs équipements qui viennent de différents fournisseurs. Donc, il faut se référer aux préconisations de chaque constructeur. Et ensuite, on va aussi se baser sur l'historique de l'utilisation de ces machines et voir le taux de panne qu'on peut rencontrer, les interventions déjà effectuées, etc. Pour pouvoir élaborer un plan de maintenance, il faut aussi avoir des notions de niveau de maintenance. Donc ça, c'est pareil, la norme NFEN 13306, elle définit 5 niveaux de maintenance. Le premier niveau de maintenance, en général, il est réalisé par les opérateurs sur les machines de production. Le deuxième et troisième niveau, on va faire appel cette fois-ci à des techniciens de maintenance qui sont spécialisés ou habilités. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Et ensuite, on retrouve le quatrième et cinquième niveau de maintenance, où là, en fait, on va être sur des travaux importants de maintenance corrective, ou de rénovation, ou carrément de reconstruction de bâtiments. Voilà. Mais du coup, il faut avoir ça en tête aussi pour pouvoir élaborer notre plan de maintenance et ensuite intégrer ça dans un outil type GMAO. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il existe 5 méthodes principales de maintenance industrielle. Donc, on va retrouver la maintenance préventive systématique, donc, qui est planifiée pour éviter les pannes et les défaillances. La maintenance conditionnelle, qui elle est mise en œuvre pour anticiper les dysfonctionnements selon certains critères. Donc, c'est ce que je disais juste avant, selon par exemple les préconisations des constructeurs ou les contrôles périodiques. On va retrouver la maintenance corrective, donc ça, c'est le cas de figure où on intervient après la détection d'une panne ou d'un défaut. Et l'objectif, c'est de remettre l'équipement dans un état de fonctionnement le plus rapidement possible, toujours avec cette notion de le temps, c'est de l'argent. Donc, plus longtemps ma machine est arrêtée, plus il est probable que je perde de l'argent. On va retrouver la quatrième méthode de maintenance industrielle qui correspond à la maintenance améliorative, où là, en fait, on va essayer d'améliorer l'équipement qu'on a acheté ou l'équipement qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans sur notre site de production en fonction des retours utilisateurs. Les opérateurs, souvent, ils font remonter tout à l'heure, Jean-Michel parlait d'ergonomie. C'est souvent les premières demandes de maintenance améliorative. Voilà, les opérateurs, ils vont dire, bon, je m'use le dos, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour améliorer mon poste parce que la machine qu'on a achetée ne convient pas sur ces aspects-là. Et enfin, on a la maintenance curative, donc qui est très proche de la maintenance corrective, mais avec une approche plus systématique, où en fait, on va planifier des actions de maintenance pour corriger les problèmes récurrents. Tout ça, c'est schématisé dans la norme, sous la forme d'un logigramme de fonctionnement, où on retrouve en fait les méthodes de maintenance. Et ensuite, on va avoir une idée de comment on doit réagir
en fonction des événements qui se produisent. Voilà, par exemple ici les pannes, les défaillances, et ben, on va faire appel à un technicien de maintenance ou service maintenance de l'entreprise pour venir dépanner ou réparer les machines. Une fois qu'on a connaissance de tous ces éléments, eh ben, on va pouvoir commencer à travailler sur notre plan de maintenance et élaborer un plan de maintenance efficace. Mais avant toute chose, on a besoin de certains prérequis. Donc, on a besoin de connaître aussi les intervenants, qui va travailler au sein du service maintenance, si l'entreprise est dotée d'un service maintenance. Les équipements, c'est ce que je disais avant, donc on va récupérer l'historique des installations et le fonctionnement, le nombre d'heures d'utilisation, le taux de défaillance et les rendements constatés, les documents techniques. On va également consulter, si ça existe déjà dans l'entreprise, les plannings d'intervention, les types d'intervention, les méthodes, les procédés, les instructions terrain, les schémas. Et ensuite, on va également se référer aux informations techniques. Par exemple, voilà, quel est l'objectif du plan de maintenance actuel dans l'entreprise, les modalités de contrôle. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder, par exemple, dans une entreprise qui a déjà un service maintenance, mais qui n'a pas forcément mis en place des outils numériques de type gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et donc, une fois qu'on est prêt à avancer sur notre plan de maintenance, eh ben, on va fixer des objectifs avec la direction de l'entreprise. Et le but, en fait, c'est d'améliorer la fiabilité et le rendement du matériel, de diminuer les pannes, diminuer les coûts de maintenance, maintenir une qualité de service, assurer la sécurité du personnel, organiser la gestion des stocks des pièces de rechange, permettre une bonne coordination aussi des travaux, ça c'est important, hein, entre le service maintenance et les services de production, et in fine, garantir la satisfaction en fait, du client, hein. Encore une fois, si notre outil de production il tombe en panne de manière récurrente, on va avoir des problèmes à assurer la livraison des commandes qui nous ont été passées. Et donc, comment on établit un plan de maintenance préventive efficace? On définit des objectifs et les priorités du plan de maintenance. On coordonne les priorités et les ressources. On définit surtout, Jean-Michel en a parlé aussi, mais des indicateurs clés pertinents de la performance. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut travailler, et c'est là qu'on vient au sujet du jour, à l'utilisation, à la mise en œuvre en fait, d'un logiciel de GMAO. Donc, pour illustrer les propos aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter simplement l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Management. Il en existe pléthore hein, sur Internet, ce n'est pas l'objectif de les lister aujourd'hui. C'est simplement de vous montrer voilà, comment, à partir de l'analyse, l'audit qu'on a pu réaliser en amont, après on peut utiliser ce type d'outil. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'inventaire d'équipements, de machines. Donc là, en fait, sur ce logiciel, voilà, on va retrouver ici un menu voilà, qui est assez proche, par exemple, de la suite Microsoft Office, hein, qu'on a pour la plupart l'habitude d'utiliser, aussi bien sous Word, PowerPoint ou Excel. Donc vous allez retrouver vos menus et donc ici on va avoir un premier onglet où en fait on va venir historiser, déclarer toutes nos machines. Voilà, donc on peut avoir des broyeurs, des presses à injecter. Ici sur ce cas d'application il y en a 6. Et on va venir définir tous ces éléments-là. Derrière, on va pouvoir également gérer tout ce qui est stock, magasin de pièces de rechange. C'est important. Nous, ce qu'on constate dans les filières viande, dans les abattoirs où on intervient, comme c'est une filière agroalimentaire qui est moins en avance que d'autres en termes d'automatisation, de robotisation ou autre, en fait, les services maintenance fonctionnent encore comme on pouvait fonctionner il y a 20-25 ans en arrière, c'est-à-dire que tout est historisé dans des classeurs au format papier, etc. Et il n'y a pas de logiciels de GMAO qui sont mis en œuvre, et du coup, il y a forcément de la perte de données dans l'historique des pannes, ainsi de suite. On n'a pas forcément toutes les informations sur les fournisseurs, et surtout, ce qui est important, voilà, ce qu'on constate souvent, nous, quand on intervient, c'est la gestion du stock de magasins, de pièces de rechange. Ça, c'est vraiment un point clé. On a des équipements où les fournisseurs ont des délais d'approvisionnement de 3 semaines, 1 mois, voire plus. Si c'est des pièces critiques, c'est forcément des équipements qu'il faut avoir en stock
au sein du service maintenance. Donc c'est ici en fait qu'on va référencer toutes les pièces de rechange qu'on a en stock ou pas, et pour prévoir les commandes. On va pouvoir définir aussi l'ensemble des travaux à réaliser, hein. Tout à l'heure, on parlait de planning. Là, typiquement, en fait, cet outil va nous permettre de planifier, d'ordonnancer toutes les tâches qu'on doit réaliser, maintenance préventive, les demandes d'intervention des opérateurs machines, etc. Et ici, par exemple, on a un visuel. Voilà, typiquement, là, ça vous indique, bon, ça c'était prévu, alors c'est fait exprès, hein, mais qu'on a 15 jours de retard sur l'intervention qui était prévue sur la presse numéro 3 pour le contrôle des éléments électriques. Euh, on va également pouvoir, ça c'est important, gérer tous les contrats de maintenance, hein. On a différents fournisseurs d'équipements, différents fournisseurs de machines. On va peut-être avoir des gens dans notre service maintenance qui ont des compétences en mécanique et en électricité, mais la partie hydraulique, ça va complètement leur échapper. Donc là, à ce moment-là, on va contractualiser avec une entreprise qui va gérer ça. Le froid, souvent également, c'est des choses, voilà, c'est souvent le cas de figure nous qu'on rencontre, par exemple dans les abattoirs. La partie production de froid, elle est souvent sous-traitée, donc on va référencer ici dans notre logiciel de GMAO tous les contacts et voilà, date de début de fin de contrat, début et fin de contrat, pardon, ainsi de suite. On va pouvoir gérer le planning des interventions. Si on est dans un service maintenance, voilà, on est posté en 2-8. Il y a forcément un moment donné dans la journée où il va y avoir à, à faire un transfert d'informations sur ce qui s'est passé le matin ou l'après-midi. Et le responsable du service maintenance, souvent, en fait, il va venir planifier les actions, les activités de ses équipes dans ce type de logiciel. Et donc ici, pardon, je reviens en arrière, on retrouve, voilà, par exemple, toutes les actions qui doivent être réalisées, voilà, ici, dans les 15 jours à 3 mois. Et derrière, en fait, ce logiciel, une fois que vous avez rentré toutes ces informations-là, on va pouvoir ici, dans ce cas concret, venir générer des fiches d'intervention. Donc ça, c'est l'avantage aussi d'avoir un logiciel de GMAO, c'est que tout est historisé au format numérique. Mais voilà, si on a besoin, c'est souvent le cas, hein, parce qu'il y a des risques de projection d'huile, d'eau, de matière grasse, ainsi de suite. Les opérateurs, ils vont souvent intervenir sur les machines avec ce genre de fiche d'intervention, plutôt que d'emmener une tablette ou un PC à côté de la machine avec le risque de les endommager. Et donc, on va retrouver en fait ici nos listes d'intervention. Donc là, par exemple, c'est 3 presses, presse 1, 2 et 3, des presses à injecter. On va venir lire, consulter, voilà, toutes les interventions qu'on doit faire sur ces équipements. Donc ici, par exemple, c'est une intervention de maintenance corrective. Là, sur la presse numéro 2, cette intervention ici, vérifier les organes de sécurité, c'est quelque chose qui est prévu d'être effectué toutes les 2 semaines. Et en fait, on retrouve la liste en fait, de tous les points de contrôle, de tous les éléments qu'on doit vérifier. De même, ici, là, on va être sur donc la presse numéro 3. Là, on vient contrôler les éléments électriques. Donc, pareil, on va venir vérifier qu'il n'y ait pas d'encrassement, remplacer les filtres à air, contrôler le fonctionnement de l'arrêt des moteurs sur la machine, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est référencé dans notre logiciel. Et ça permet en fait aux techniciens qui vont intervenir sur les machines d'avoir déjà une liste de points de contrôle ou la liste des tâches à réaliser. On parlait tout à l'heure de méthodes de maintenance. Donc là, par exemple, pour la partie maintenance corrective, c'est pareil. En fait, on va ici venir lister toutes les actions correctives qu'on peut effectuer sur nos équipements. Et de la même manière, en fait, on va générer ces fiches d'intervention. Et surtout, donc là, avec cet onglet-là, ce qui est intéressant, c'est sur l'exemple de la presse injectée numéro 1, on va pouvoir évaluer le coût de maintenance, le coût d'arrêt de la machine également. Donc là, typiquement, voilà, vous avez le prix ici des équipements qui ont été achetés, le coût de la main-d'œuvre interne,
Et ensuite, après, on a fait appel à une société extérieure, voilà, qui est venue nettoyer la machine pour la remettre en production. Et ça vous donne, voilà, un coût de maintenance qu'on va pouvoir utiliser par la suite, voilà, pour gérer le budget du service maintenance ou pour évaluer les pertes en cas d'arrêt de machine. On retrouve également souvent, quel que soit le logiciel de GMAO, hein, ce type d'onglet de demande d'intervention. Tout à l'heure, on parlait de maintenance améliorative. Voilà, typiquement, il y a un opérateur qui signale un souci sur une machine. On va le récupérer toujours pareil. Donc là, le logiciel de GMAO, on va générer, donc ça c'est une trame, un exemple, mais on peut la définir comme on l'entend. Des fils de demande d'intervention. Donc là, ici, par exemple, on va retrouver les informations priorité normale, problème déjà rencontré, non. Et là, ensuite, en fait, on va renseigner, donc ça, c'est le technicien qui va intervenir, le type de maintenance, et ensuite les actions qui ont été réalisées. Et ça, les premières lignes ici, sur cet exemple, la description du problème, c'est souvent l'opérateur, en fait, qui est posté sur la machine, ou éventuellement un technicien de maintenance qui va le renseigner déjà sur papier et qui ensuite va venir le saisir dans le logiciel de GMAO pour historiser ses actions à mener. Et ça permet, voilà, d'avoir une vision globale de l'activité de maintenance de l'entreprise et surtout d'être sûr de ne pas oublier en fait une demande voilà, formulée par un des opérateurs sur machine. Donc voilà, c'était simplement pour illustrer un petit peu ce que peut apporter un logiciel de GMAO. Alors là, ça paraît évident quand on le voit comme ça, mais nous, par exemple, à la DIF, quand on se déplace chez nos clients, souvent on tombe un peu dénu parce que c'est des choses qui sont pas très compliquées à mettre en œuvre quand on a un petit peu de méthode. Sans parler de mettre en place après un ERP ou des choses comme ça. Mais là, déjà, voilà, ça simplifie grandement le fonctionnement d'un service maintenance. Et surtout, en cas pareil, de turnover, hein, de changement d'équipe pour X raisons, vous avez quand même un historique qui est à disposition. Nous, souvent, ce qu'on rencontre, c'est que c'est des documents qui ont été historisés dans des classeurs au format papier, qui sont stockées dans des archives, on ne sait plus où elles sont, où elles ont été perdues, ainsi de suite. Et du coup, voilà, on se retrouve à avoir souvent des problèmes récurrents sur les machines ou sur la chaîne de production parce qu'on n'a pas les éléments suffisants et nécessaires pour permettre d'apporter des correctifs sur les équipements ou d'anticiper les pannes à venir sur ces équipements-là. Donc nous, en général, ce qu'on fait à la DIV, voilà, quand on intervient, on commence, ça ressemble un petit peu pareil à ce qu'expliquait Jean-Michel juste avant, hein, c'est quand même lié les façons d'intervenir. On va commencer par réaliser un audit sur site client, c'est-à-dire qu'on va on va se déplacer sur site pour faire l'inventaire des équipements, pour analyser l'historique de la maintenance, analyser les documents techniques. Alors souvent, ça c'est là où le bas blesse, c'est que il y a très peu on retrouve pas les notices d'utilisation ou les contrats d'entretien ou les garanties. On va évaluer aussi l'état de fonctionnement des équipements, hein. Est-ce que ça vaut le coup de les maintenir, de les réparer, ou est-ce qu'il vaut mieux changer complètement? On va évaluer les stocks du magasin. Ensuite, derrière, on va faire nos préconisations pour élaborer, pour modifier le plan de maintenance. On va retravailler les priorités peut-être, les indicateurs de performance. Et ensuite, on va aussi se pencher sur le type d'outils qui peuvent être utilisés d'un point de vue numérique. Et enfin, voilà, pour les petites structures qui n'ont pas forcément de compétences en interne, on va les aider aussi à trouver des prestataires de services et potentiellement préconiser le matériel de recherche. Et je finirai là-dessus pour laisser la parole ensuite à Benoît. Un exemple, voilà, des nouvelles solutions technologiques numériques qui sont en train d'apparaître dans l'industrie de manière générale, hein, et qui ont un intérêt pour la maintenance. Donc là, c'est un exemple, hein, d'un fournisseur avec qui on travaille. C'est un fabricant d'automates, Unitronics. Donc là, typiquement, on a une machine, voilà, avec son modèle 3D. On va venir intégrer des informations dans l'automate.
pour le suivi de production, pour la maintenance. Derrière, ça va permettre à un opérateur de se connecter à distance avec une tablette ou un smartphone. Et là, par exemple, le responsable de l'activité maintenance ou l'opérateur qui intervient sur la machine, il arrive avec sa tablette, il filme l'équipement en question, il a tout un panel d'informations, voilà, qui vont lui donner l'état actuel de fonctionnement de la machine. Et on peut aller même plus loin, c'est-à-dire qu'en cliquant sur les composants, bon là c'est pas présent dans la vidéo, mais on va pouvoir donner des informations de périodicité d'entretien, de remplacement. Pour la maintenance de premier niveau, pour les opérateurs, leur dire, bah, tiens, voilà ce qu'il faut que tu fasses en cas de défaut, ainsi de suite. Donc c'est voilà, ce type de technologie qui est en train d'émerger et qui vont aider justement bah, les opérateurs sur les machines de production ou les techniciens de maintenance à historiser, à intervenir sur les équipements. Et donc ça, on peut imaginer après bah, faire remonter les informations de l'automate via un ERP ou directement sur le logiciel de GMAO si on a les modules qui vont bien. Donc voilà, c'est tous ces outils en fait vont grandement faciliter le suivi de l'entretien des équipements de nos machines de production. Et du coup, j'en ai fini là-dessus. Je vais laisser la parole à Benoît Mus du CRIT Agroalimentaire Sud pour la dernière partie du webinaire. Merci Franck. Bon, super. Je te rends la main. Ouais, je prends la main. Je vais essayer d'être efficace par rapport à ce qui nous reste à voir. Alors, effectivement, on a vu cette première partie sur la méthodo et puis la GMAO. Là, on va parler un petit peu MES. Alors, je vais essayer d'être un peu concis parce on est un peu à la bourre, mais c'est pas grave. L'objectif de ça, c'est vraiment vous présenter comment mettre en place une démarche pour aller vers un MES. Alors, donc moi, je travaille effectivement au CRIT Agroalimentaire Sud, basé à Avignon. Je m'occupe de performance industrielle. Donc, je travaille sur tout ce qui est organisation en production, performance industrielle, maintenance premier niveau, dans de l'accompagnement et de la formation. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Un MES, qu'est-ce que c'est? Donc, un MES, en fait, c'est un logiciel, hein, c'est comme on a parlé de GMAO, on a parlé de RP, on parle de plein de choses. Le MES, c'est un logiciel qui surveille, qui suit, qui documente et qui contrôle le processus de production, depuis l'entrée des matières premières jusqu'au produit fini. Alors en fait, il collecte et il analyse les données de production en continu. Il peut s'appuyer sur des capteurs et des équipements connectés sur les machines, sur vos machines, pour permettre de digitaliser et de remonter les informations en direct. L'objectif de ça, c'est de pouvoir faire du pilotage. Quand j'ai les informations en direct, je peux du coup piloter, c'est-à-dire réagir en fonction des informations que j'ai. Le MES intègre de nombreuses fonctionnalités, comme par exemple la traçabilité, le contrôle qualité, le suivi de la production, hein, avec les événements dont on vient de parler, les types d'arrêts, les indicateurs, on peut définir des indicateurs, on peut faire de la visualisation d'indicateurs. Il permet aussi de travailler sur l'ordonnancement, la maintenance préventive et curative. Alors, ce qui était très intéressant, c'était dans l'exemple de Franck, là, on voyait de la réalité augmentée sur sa partie machine. On peut aussi l'intégrer dans le MES. Je vous montre quelques exemples. Et puis après, on peut aussi travailler sur le pilotage des énergies. Ça, c'est des exemples. Pour être bien complet, en fait, un MES, en gros, il y a une norme qui est définie par le ISA. ISA, c'est l'International Society of Automation, qui a défini 11 fonctions sur les MES. Cette norme permet en fait de délimiter les couvertures communes imposées aux solutions MES. N'est pas MES qui veut, il faut pouvoir répondre aux fonctions définies par cette norme. Et donc, un des points importants sur lesquels je voulais revenir, alors je vous ai parlé, je détaille pas l'ensemble des fonctions, mais une des fonctions importantes, c'est l'élimination des documents papier. On l'a vu sur l'exemple de Jean-Michel Le Boissetier avec des documents papier qui traînent un peu partout. Un des objectifs du MES, c'est de réduire le papier. Alors réduire le papier, c'est-à-dire réduire le papier
dont j'ai besoin pour pouvoir conduire la ligne et réduire le papier dont j'ai besoin pour enregistrer les documents et pour enregistrer les événements sur la ligne. Donc c'est aussi et surtout un outil de guidage pour les conducteurs de machines, grâce aux instructions qui sont sur le poste de travail. C'est un outil d'aide à la décision, parce qu'on va pouvoir intégrer dans le MES de nombreuses instructions, de nombreux standards, de nombreuses procédures pour aider à la décision et pour aider aussi à la décision par rapport au pilotage de la performance, de se dire bah tiens, ma ligne a été arrêtée à tel moment, je le sais, je sais pourquoi, et donc du coup je peux prendre la décision, ou en tout cas je peux rentrer dans une démarche d'amélioration continue qui va être de réfléchir et de trouver les causes racines des problèmes. Le système MES, un truc important, c'est vraiment une couche fonctionnelle qui va se mettre entre l'ERP, votre logiciel de gestion de prod, et tout ce qui est contrôle processus en production. Donc ça va être quelque chose qu'on va rajouter et il permet en fait d'avoir une visibilité en temps réel. Et ça, c'est très important. Juste un petit point sur en France, en fait, donc je vous ai parlé de ISA, là, la norme ISA 95. En France, c'est le club MES, qui est une structure, une association qui est garante en fait des offres de MES sur le marché. Donc, si vous avez une réflexion autour du MES, n'hésitez pas à contacter le club MES. Je vous montre rapidement un exemple. Alors ça, c'est un petit MES qu'on fait tourner nous ici en interne au CRIT sur les machines qu'on a sur notre ligne, une petite ligne didactique. Donc ça, c'est un MES qui s'appelle Tulip. Là, c'est juste des exemples rapides, hein. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, je lance un OF, je lance un ordre de fabrication. J'ai une tablette. Alors, on a des tablettes sur lesquelles on va être questionné et on va suivre un petit peu le processus. Et là, et donc, on me pose la question, est-ce que la machine est déjà paramétrée pour cette production? Et si je réponds que je ne sais pas, eh bien, à ce moment-là, on va afficher les procédures de changement ou de vérification. En tout cas, quelles sont les vérifications à faire pour pouvoir démarrer ma machine. Alors là, on a des photos, c'est assez basique, des photos et du texte, mais on peut intégrer des vidéos, on peut intégrer de la réalité augmentée comme on l'a vu sur l'exemple précédent avec Franck. Donc voilà, ça peut être très, très ouvert. Il y a certains MES sur lesquels on fait vraiment ce qu'on veut, mais ça, faut le construire bien évidemment. Donc voilà, donc là c'est des exemples où effectivement avant de démarrer, il faut que je retire tous les contenants, il faut que je m'assure que le robot est en position homme, etc. etc. Et après, voilà, je vérifie l'air, je vérifie les énergies, etc. Donc ça permet en fait ces outils permettent en fait de favoriser l'autonomie des conducteurs, parce que ça permet d'autonomiser les gens, c'est-à-dire que j'ai pas à demander toutes les 2 secondes à mon chef d'équipe, à mon responsable de prod, est-ce que je peux démarrer, où est-ce que j'en suis. Et ça permet surtout de diminuer la non-valeur ajoutée. Donc la non-valeur ajoutée, on en a parlé, hein, Franck en a parlé, et Jean-Michel aussi, ça va être la perte de temps, les tâches approximatives, je fais à peu près, donc il faut que je refasse, la non-qualité, etc. Tout ce qui va être non-valeur ajoutée va être réduit avec des outils type MES. Alors, là, on rentre un peu dans la méthodologie et je vais pas trop développer parce qu'effectivement, Jean-Michel Le Boissetier vous en a bien parlé. Je vais juste vous donner un exemple concret d'entreprise qu'on a accompagné sur la partie diagnostic et définition de feuille de route. Juste un point concernant ce sujet-là. Nous, au CRIT agroalimentaire, on travaille avec Agence Smart Industrie, qui est un partenaire qui travaille pour nous et qui est comme un consultant, comme un expert externe au CRIT, mais qui travaille sur la mise en place de démarches d'amélioration de transformation digitale. Donc voilà, je les salue au passage, on travaille beaucoup avec eux et ils sont d'une grande aide pour nous. Donc comment définir une feuille de route de digitalisation? Premièrement, il faut se poser les bonnes questions. Donc Jean-Michel en a parlé, je vous ai mis un peu des verbatims de chefs d'entreprise par rapport à tous ces sujets. On en parle beaucoup. Alors là, par exemple, effectivement, un chef d'entreprise, le chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Bastidara, qui fait la transformation de lait,
qui dit nous ne sommes pas réfractaires au numérique, mais bien au contraire, mais nous ne savons pas exactement ce que nous voulons, ni ce qu'on peut faire, ni ce qui peut se faire. Donc ça, effectivement, c'est des sujets qu'on entend beaucoup. Donc, alors il y a ceux qui se disent je ne sais pas, et il y a ceux qui se disent je sais, alors que finalement, on n'est pas sûr qu'ils savent. Donc en fait, par exemple, je ne connais pas précisément les arrêts de mes machines, ou alors notre ligne de production est saturée. Donc ça peut être des exemples de chefs d'entreprise, de chefs de prod qui vous disent ouais, ma production est saturée, donc en fait, il faut que je change mes machines. Et donc ça peut être un bon indicateur pour démarrer le diagnostic, pour se dire on va d'abord aller chercher les informations pour savoir quelle est la réelle situation. Donc je passe vite parce qu'il est déjà 12h05. Le diagnostic, ça Jean-Michel vous en a parlé. Là, je vous montre des copies d'écran, effectivement, de compte rendu où effectivement on a identifié des pistes d'amélioration via le diagnostic, on les a regroupées en chantier. Et donc là, par exemple, c'est un exemple où sur le chantier MES, une fois qu'on a identifié le chantier, que l'entreprise et se dit ok, on va aller vers ça, on va les accompagner et donc faire une feuille de route sur le chantier MES. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en place le MES dans mon entreprise? On va partir d'un état des lieux, définir des objectifs, et après aussi définir des préconisations. Donc l'état des lieux, là c'est un exemple, alors je passe rapidement parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est une entreprise là où effectivement on avait beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de papier, alors on avait un ERP, mais donc qui n'était pas vraiment lié, donc quand ils faisaient des indicateurs, ils allaient chercher leurs petites macros dans Excel, ils allaient chercher les infos dans l'ERP, donc du coup là on a vraiment un état des lieux qui est assez évident pour se dire j'ai besoin de mettre en place quelque chose qui va me permettre de simplifier l'opérationnel, de simplifier l'opérationnel de conduite, de simplifier l'opérationnel de suivi des indicateurs. Et donc ça permet de mettre en place des préconisations qui sont plutôt faciles à mettre en place. Donc voilà, donc ça, alors comme vous l'a dit Jean-Michel, on vous transmettra le support et l'enregistrement de ce webinaire, donc vous pourrez le regarder en détail si ça vous intéresse. Donc c'est comment est-ce qu'on va faire, là, la feuille de route, dans ce cas-là, on se dit, mettre en place un MES, ça peut être peut-être un peu trop lourd dans une entreprise, donc ce qu'on peut faire, et ça c'est l'intérêt par rapport à un ERP, c'est qu'on peut on peut le mettre de façon modulable, le mettre en place de façon modulable, c'est-à-dire qu'on peut mettre une brique du MES, ou alors on peut se dire, tiens, je vais mettre en place mon MES sur une ligne de production si j'ai plusieurs lignes de production. Donc en fait, c'est assez modulable et c'est ça qui permet, et c'est ça qui est plutôt intéressant dans la solution MES. Une fois qu'on a défini la feuille de route, que l'entreprise s'est dit ok, j'y vais, il va falloir consulter. Donc ça aussi on en a déjà parlé, mais consulter les prestataires. Alors consulter les prestataires, c'est facile et en même temps c'est très compliqué parce que c'est difficile de comparer les offres et d'avoir un regard très critique sur une solution qui nous paraît toujours la meilleure. Donc effectivement là on va utiliser des critères de notation sur la fonctionnalité, sur la capacité d'évolution, sur l'ergonomie. On en a parlé, l'ergonomie. Alors, on a parlé de l'ergonomie des machines, mais l'ergonomie des logiciels est vachement importante aussi. Sur l'accompagnement, la formation et l'accompagnement du personnel, comment intégrer tout ça dans notre fonctionnement d'usine est un paramètre qui est très important. La pérennité de la solution, est-ce que ma solution, elle est portée par une personne ou deux, et qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Donc ça, c'est un sujet important à prendre en compte quand on va comparer les offres. Les références, est-ce qu'ils ont déjà, bien entendu, mis en place leur solution dans d'autres entreprises? Le coût, et là, à ce moment-là, on peut aussi travailler sur le retour sur investissement, sur quels sont les investissements dont j'ai besoin. Quand on parle de coût, on va parler du logiciel, mais on va parler aussi du matériel et des matériels associés. Toute l'infrastructure IT, le serveur, la Wi-Fi, mais aussi les tablettes, les PC, etc. Donc ça, on va aussi l'intégrer dans les critères de notation et la qualité de réponse, bien entendu, du prestataire. Une fois qu'on a choisi la bonne solution, on peut faire aussi de l'accompagnement au déploiement. Donc là, je passe rapidement, mais c'est comment est-ce que une structure tiers, comme un centre technique, peut faire le lien entre l'entreprise qui est demandeuse et l'offreur de solutions. Et donc ça, c'est aussi quelque chose
qu'on organise et qu'on suit de manière très très précise, en participant à l'audit de l'offre de solution, en validant le périmètre fonctionnel, etc., par rapport au cahier des charges. Donc on fait vraiment le lien entre les besoins et la proposition du prestataire. Un point important aussi, c'est l'audit opérationnel et informatique en fin de projet, pour s'assurer qu'effectivement, tout ce qu'on avait dit et tout ce qu'on avait prévu dans le cahier des charges est bien mis en place, qu'il n'y ait pas de surprise à la fin de la mise en place. Un dernier point sur les éléments clés. Donc les éléments clés, Jean-Michel et Franck en ont parlé. Moi, je vais résumer, effectivement, il y a plusieurs éléments clés, alors, notamment sur la mise en place d'un MES, effectivement, c'est de faire appel à un tiers, parce que effectivement, les prestataires, parfois, ça peut être très compliqué de trier entre les différentes offres. C'est surtout, ce qui est important, c'est de donner de la cohérence au projet, de l'intégrer dans un projet de stratégie, d'intégrer ce projet dans la stratégie de l'entreprise. C'est pas effectivement, alors Jean-Michel parlait de stagiaire sur un projet, là c'est la même chose, c'est-à-dire que un projet de mise en place de MES doit répondre à un besoin. Mais ça, si vous avez fait un diagnostic qui tient la route, on le voit dans le diagnostic. Il faut penser aussi à mettre à disposition des ressources. Il faut qu'il y ait un chef de projet, il faut qu'il y ait des key users, c'est-à-dire des personnes qui soient dans chaque service un peu les référentes sur le projet. Ça, c'est important. C'est mettre à disposition des ressources, ça veut dire mettre à disposition des moyens, mais c'est un investissement parce qu'on va le retrouver après, parce qu'on est sûr que le projet sera bien fait. Prendre en compte la dimension IT, donc infrastructure, ça je vous en ai déjà parlé, et puis assurer aussi une formation et un accompagnement ciblé. Ces outils sont en général des outils numériques sur lesquels certaines personnes et certains conducteurs peuvent se dire mais moi j'y comprends rien, je ne sais pas comment ça marche, donc on a besoin d'accompagnement et ça c'est un élément très important. Je reviens sur la partie modularité de la solution MES. Et effectivement, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le prendre en compte. Le MES, c'est pas tout ou rien. On peut y aller petit à petit. Et on conseille effectivement en général d'y aller petit à petit, de se dire bah tiens, la partie maintenance, on va laisser de côté et on verra après, et de faire l'implémentation petit à petit. L'analyse financière est quand même très importante aussi. La faisabilité de la solution dans mon usine est un élément à vérifier. Donc on parle de POC, de Proof of Concept, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des tests, il faut tester, il faut valider, il faut qu'on soit sûr que ça marche. Et ça c'est un élément important à prendre en compte. Dernière chose, et après j'arrêterai, pour moi ce qui est un élément assez primordial aussi, c'est les process internes. J'entends pas mal d'entreprises qui me disent on va mettre en place un MES et du coup tout marchera bien. Non, il faut qu'en parallèle de la mise en place d'une solution type MES, il faut que les process internes de communication, de rôle et responsabilité, de gestion documentaire, de qui fait quoi dans l'entreprise soient clairement définis. Il faut qu'on ait une organisation du travail assez rigoureuse pour que derrière le MES puisse nous aider à fonctionner. Il faut qu'il y ait en place des rituels d'animation de la performance. Il faut qu'on sache qui fait quoi. Ça, c'est hyper important. Et c'est pas le MES qui va vous l'apporter. Ça, il faut que ça soit fait en parallèle. Donc ça, voilà. Donc ça, c'était un point important sur lequel je voulais revenir sur la partie mise en place de projets type MES. Donc voilà, j'ai terminé. On va passer à la question, aux petites questions. Alors, on a deux, trois questions. Alors, j'ai pas vu s'il y en avait d'autres. On avait une question pour toi, Jean-Michel, sur la partie sur les freins. Les freins, dont tu as parlé. Voilà. Ouais. Ouais, donc c'est une question de Mathieu. Donc effectivement, tout à l'heure, je parlais de freins à la transformation numérique, et donc Mathieu voulait savoir à quel point ces freins étaient réels. Bon, forcément, dans les freins, moi j'ai cité, je vous les recite, hein, les investissements, la crainte de coûts cachés, la mauvaise expérience passée lors de la mise en place de systèmes qui n'ont pas fonctionné, des compétences internes limitées, la peur du numérique, la résistance au changement. Donc dans ces freins, il y a forcément une part de ressenti, il n'y a pas forcément que des freins réels. Donc tout ce qui est domaine du peur du numérique, de la résistance au changement, donc là on est plutôt parfois dans du ressenti.
En revanche, sur des projets assez lourds de mise en place de RP ou de MES, effectivement, certains éditeurs ont tendance à proposer des solutions qui fonctionnent par module. Et donc, si au préalable, l'entreprise n'a pas pris le soin de bien rédiger son cahier des charges, de bien exprimer ses besoins, elle s'expose à découvrir au moment du déploiement le fait qu'elles doivent investir dans un module supplémentaire qu'elles n'auraient pas en fait pris dans la proposition de départ. Donc là, forcément, c'est du coût supplémentaire. Mais moi, enfin, pour vous donner un exemple, par exemple sur un déploiement de RP, par exemple, vous avez des modules de gestion du référentiel, des nomenclatures. Parfois, vous décidez de gérer des gammes opératoires. Et donc, parfois, vous décidez de ne pas le gérer. Sauf que l'éditeur, en cours d'analyse, va peut-être vous dire ben, le module gamme opératoire est obligatoire. Donc là, dans ce cas-là, on est vraiment dans un frein réel avec un surcoût réel de la solution qui n'était pas prévu au départ. Bon, ça arrive parfois. Moi, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est vraiment, j'insiste encore hein, sur le fait de bien rédiger votre cahier des charges, bien rédiger votre besoin. Et là, les centres techniques peuvent vous aider dans cette démarche-là avant de consulter votre prestataire pour que lui vous réponde vraiment sur la base d'un cahier des charges. Donc déjà, vous éviterez des surcoûts au moment du déploiement. Et ensuite, ça vous permettra de choisir votre bon prestataire partenaire qui va être pertinent pour répondre à votre besoin. Donc voilà, Mathieu, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, voilà ma réponse en tout cas sur ce point-là. Ok, merci Jean-Michel. On avait une autre question. Comment puis-je contacter un conseiller Actia? Alors, Alors, vas-y, je peux répondre, mais bah, tout vas-y, simplement, vas-y. si vous êtes une entreprise qui correspond à nos régions, enfin, nos régions d'intervention, on va dire. Donc là, on peut vous répondre en direct. Si en revanche, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez contacter l'Actia et l'Actia vous redirigera vers le centre technique le plus proche de chez vous. Donc c'est je pense, la bonne méthodologie à adopter. On vous mettra les coordonnées aussi de l'Actia éventuellement dans le support. Franck, on avait une question, peut-être que c'est toi, sur la partie GMAO. Est-ce que Oui. le détail des données d'une GMAO peut être la base de données pour démarrer une résolution de problème? Fréquence de panne, etc. sur cette équipe. Quelle Oui, machine? alors Voilà. pour répondre, oui, oui, clairement, ces outils, en fait, ils servent à ça aussi, hein. C'est-à-dire le but, c'est d'historiser et de faire des statistiques aussi, hein, de voir justement à quelle fréquence les équipements tombent en panne. Et on s'en sert aussi pour poser des diagnostics, c'est-à-dire qu'on va regarder effectivement la fréquence des pannes, mais on va regarder aussi l'origine de la panne, c'est-à-dire que peut-être qu'on a acheté un équipement qui est pas fiable et qui tombe en panne. Un coup, c'est un problème d'origine électrique, un coup, c'est un problème d'origine pneumatique, hydraulique ou autre. Ou des fois, c'est simplement, enfin, la panne, c'est toujours la même. Et auquel cas, bah, ça, en fait, ça va se relever d'informations, cette historisation et ces statistiques vont nous permettre de mettre en place euh, de la maintenance systématique où on sait voilà, que tous les 2 mois, bah, il faut intervenir sur cet équipement-là. Euh, je prends l'exemple, bah, par exemple, dans le milieu agroalimentaire, souvent on a enfin nous, voilà, dans les abattoirs, on a des stations de pré-traitement, des stations d'épuration, et on va avoir des systèmes voilà, de compresseurs pour oxygéner les bassins d'accumulation de décantation.
Et les fabricants des compresseurs d'air vont nous dire, voilà, il faut changer les filtres tous les 6 mois. Voilà, si c'est des compresseurs à marteau avec des membranes en caoutchouc, on sait qu'elles ont une durée de vie limitée. Le constructeur, il préconise de les changer toutes les 2 ans. Mais souvent, dans la réalité des faits, les membranes, elles se déchirent au bout d'1 an et demi ou 1 an, quoi. Donc on sait, voilà, typiquement que tous les ans, il faudra intervenir. Le constructeur lui préconise tous les 2 ans, mais dans la réalité ou dans le cas de notre utilisation, on sait que la défaillance, elle intervient plus vite et auquel cas, on le rajoute à notre plan de maintenance préventive et on intervient avant que l'équipement tombe en panne. Je ne sais pas si ça répond à la question de Mathieu Blondel, mais en général, on utilise la GMAO pour ça également. Ok. Pendant que tu as le micro, on a une question Oui. sur la maintenance améliorative n'est-elle pas faite déjà au moment du démarrage de l'utilisation du matériel? Les adaptations et ajustements sont faits au départ, auquel cas pouvons-nous parler de maintenance améliorative du moment que c'est la phase de mise en place du matériel, que c'est sur la phase de mise en place du matériel? Alors, Euh, ça Vas-y. dépend. Déjà, voilà, sur les méthodes de maintenance industrielle, hein, c'est pas moi qui les ai inventées. Voilà, c'est une équipe qui a rédigé cette norme-là. Donc, de ce point de vue-là, voilà, il y en a qui parlent de maintenance améliorative, d'autres pas. En tout cas, si c'est sur un équipement neuf, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que Ouais. si on, voilà, dans la si on est en train de mettre en service un équipement neuf et qu'on est déjà en train de faire de la maintenance améliorative, c'est vraiment qu'il y a un problème. Soit on s'est mal compris avec le fabricant, le constructeur de l'équipement, soit c'est qu'on a acheté un équipement qui n'était pas fiable ou qui ne répond pas à notre besoin. Il y a eu un problème en amont, on en a parlé avec Jean-Michel, avec Benoît, c'est valable pour tout, hein, mais un problème soit euh, voilà, d'analyse du besoin, soit d'élaboration du cahier des charges, où quelqu'un se retrouve avec un équipement qui ne répond pas à notre besoin. Et là, voilà, on est obligé déjà, avant même d'avoir démarré un équipement neuf, de le modifier, de le corriger, de l'améliorer. Ça pose problème. Par contre, effectivement, si c'est un équipement, nous, on a ce cas de figure, par exemple, encore une fois, dans les abattoirs ou les ateliers de découpe, quand on déménage les équipements, quand on change de bâtiment pour passer dans un bâtiment plus moderne, voilà, qui répond aux attentes aussi en termes d'environnement, les attentes actuelles, qui consomment moins d'énergie, voilà, etc. Là, par contre, l'équipement qui marchait bien dans mon vieil abattoir ou mon vieil atelier de découpe, je vais forcément avoir des modifications à apporter sur l'équipement parce que on n'a plus les mêmes sources d'alimentation d'énergie électrique, parce que on a voilà, un équipement vieillissant qu'on essaie de connecter à un équipement neuf. Du coup, il va falloir l'adapter, l'améliorer. Mais pour moi, voilà, la maintenance améliorative, c'est vraiment souvent c'est sur des équipements qui sont un peu âgés, quoi. C'est des équipements, on les a depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans et qui tournent en 2.8 ou en 3.8 et ils Mm. commencent à s'essouffler, il faut les améliorer, quoi. Et tu peux avoir aussi des évolutions de process aussi ou de Oui, produits oui, et te dire, complètement, oui, tiens, voilà, je complètement. fais évoluer ma machine et j'améliore par rapport à ce qui était prévu, quoi, Complètement. par Mais rapport à souvent, l'utilisation. c'est ce que je disais, enfin, la plupart des. Quand on parle de maintenance améliorative, c'est plus de la maintenance, c'est pas pour changer le process, quoi. C'est des modifications mineures, souvent pour améliorer le confort des opérateurs, pour améliorer la sécurité. Ça, c'est important aussi. Après, voilà, quand tu vas modifier le process, là, tu vas être sur un niveau de maintenance 4 ou 5 Mm. où là, il faut quand même, voilà, on se met autour d'une table, on prend les stylos, on réfléchit, on analyse, et soit on refait l'équipement à neuf, soit on change d'équipement. Mais souvent, la maintenance améliorative, on est plus sur des correctifs mineurs, quoi, Mm. dans 75-80% des cas. Ok, merci. Euh, un autre sujet, alors il y a une discussion entre Marine et Mathieu au sujet de la différence entre les ERP et les MES.
Donc là, je vais prendre la parole, effectivement. Donc, la question de Marine, c'est quelle est la différence entre un ERP et un MES et est-ce qu'un ERP peut intégrer un MES? Alors, euh, l'ERP, effectivement, alors la réponse de Mathieu est la bonne, hein. L'ERP va gérer tous les processus de l'entreprise, depuis les achats, depuis le plan de prod, la création d'OF, d'ordre de fabrication, la gestion des plannings, des stocks, les entrées en stock, les sorties en stock, etc. Donc on va vraiment être dans les flux par rapport à l'ERP. On va intégrer les commandes clients, les livraisons, etc. etc. Le MES, sur ce que je vous ai présenté, effectivement, le MES est plus un logiciel qu'on va rajouter par-dessus un ERP qui va se connecter à l'ERP, qui va aller chercher l'ordre de fabrication dans l'ERP et qui va le gérer et qui va en fait permettre de faire un suivi de la production. Vous avez vu, hein, il y a 11 fonctions dans la partie MES. Le MES ne va pas gérer les stocks, ne va pas gérer les commandes clients, ne va pas générer la facturation, etc. Il va être vraiment très orienté sur la partie production, suivi du process, du workflow, suivi des indicateurs. Et ça, je crois que je vous en ai pas parlé, mais avec un MES, on peut faire du management visuel en direct des indicateurs de production, suivre mon TRS, mon TRG, suivre mon NTBF, enfin tous les indicateurs qu'on peut suivre sur un atelier de production. Donc ça permet de suivre les indicateurs. Ça permet aussi de mettre à disposition des informations qui sont cruciales pour éviter de perdre du temps. Je vous ai montré un exemple de procédure visuelle. Ça peut aussi, peut-être que j'ai pas insisté là-dessus, mais ça peut aussi permettre de faire des saisies, c'est-à-dire que mon MES va réagir en fonction des capteurs que j'aurais pu mettre sur différentes machines. Il va dire, bah tiens, telle machine est arrêtée, explique-moi, et donc le conducteur va devoir rentrer et saisir la nature de l'arrêt, le pourquoi, le comment, est-ce que quelqu'un est intervenu, etc. Le MES va permettre de faciliter les flux d'informations pour pouvoir derrière, après, faire du pilotage de la performance. Donc voilà, donc il y a quand même une petite différence entre RP et MES. Et si je peux compléter, Benoît, Vas-y. souvent sur un ERP, on est sur du temps différé, on va faire de la planification jusqu'au jour J, mais ensuite le MES, on va être sur de l'exécution temps réel. Donc là, on est plutôt sur du temps réel. Voilà, c'était juste pour Exactement. compléter. Ouais, très bien. Ouais. Donc voilà, Alice Dulas de l'Actia vous a mis ses coordonnées dans la conversation. Donc, suite à la question de où est-ce que je peux trouver un conseiller Actia, vous pouvez la contacter directement par mail. Et puis sinon, effectivement, contactez vos centres en région. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. J'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère que ce webinaire vous a aidé un peu à y voir un peu plus clair dans toute cette jungle numérique. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On va vous faire suivre le support et l'enregistrement sera à disposition aussi. Donc merci à tous. Merci pour votre participation. Merci Franck et Jean-Michel pour votre intervention. Merci à Alice et Françoise pour l'organisation, même s'il y a eu des petits bugs. Et puis merci à tous les participants et bonne journée à tous. Merci, journée. bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Arrête.